je voudrais vous souhaiter la bienvenue, madame. Donc, vous êtes également eurodéputée, je crois, avec les Verts. Donc, vous militez pour l'écologie, comme beaucoup de membres du parti du Parlement européen. Excusez-moi. Oui. Alors, vous êtes ici pour participer au Forum social et je crois savoir que le thème sur lequel vous intervenez, ce serait celui du gaz de schiste qui a suscité une grande polémique en Tunisie il y a quelque temps, vu qu'il y avait une grande société qui compte s'installer en Tunisie. Je ne sais pas si l'installation s'est faite entre-temps au Catimini, mais en tout cas, la société civile s'est mobilisée pour dire non au gaz de schiste. Alors d'abord, vous êtes de ceux qui défendent le non, justement. Je peux vous demander pourquoi? Alors, donc la question du gaz de schiste est vraiment très importante et vous savez que c'est un débat qu'on a eu en France. Moi, je suis députée au Parlement européen, mais venant de France, élue dans la circonscription sud-est. Et on a réussi à arrêter, y compris l'exploration. Pas simplement l'exploitation, mais l'exploration. Pourquoi? Le gaz de schiste et donc la technique qui est utilisée pour récupérer le gaz de schiste, c'est ce qu'on appelle la fraction hydraulique. Comment ça se passe? On injecte de l'eau en grande quantité, très grande quantité, avec une pression, de manière à fracturer justement la roche dans lequel se trouvent des poches de gaz. Et dans l'eau que l'on injecte en grande quantité, il y a des produits chimiques très polluants. Alors ça pose en particulier pour le Maghreb, parce que cette question du gaz de schiste se pose aussi en Algérie et au Maroc, où il y a des projets d'exploration et d'exploitation. Quand vous dites que c'est polluant, c'est pour la nappe phréatique ou pour l'air? C'est ça, pour la nappe phréatique. Pour la nappe phréatique, puisque dans l'eau, on injecte de l'eau avec des produits chimiques qui vont rester. Donc on va souiller la nappe phréatique. Ça pose de grands problèmes pour le Maghreb en particulier. Ce sont des pays qui sont dans un stress hydrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, y compris pour l'agriculture. Et donc, faire le choix d'utiliser l'eau pour utiliser le gaz de schiste, ça veut dire moins d'eau pour l'agriculture, et c'est un problème de pollution de la nappe phréatique. Vous savez qu'au Maghreb, il y a ce qu'on appelle la nappe albienne, c'est de l'eau qui est sous le désert et sous toute la partie du Maghreb, et cette eau qui vient et qui est limitée, si on la pollue, c'est dramatique, parce que les agriculteurs, lorsqu'ils voudront utiliser l'eau, vont avoir la pollution et de l'eau polluée. Tout à fait. Alors moi, je sais qu'il y a un autre problème, peut-être que c'est un peu aléatoire, mais c'est aussi la couche terrestre qui devient un peu fragile et sujette peut-être à des secousses de temps à autre ou même des glissements de terrain. Alors ça, c'est possible, puisque en injectant, on va déstabiliser la roche. Terre. Voilà. Alors on va avoir un grand débat, donc ça va se passer le 28 après-midi. On a des Tunisiens qui vont venir, des militants qui connaissent bien cette question, là, Monsieur Barghouti. Et on a aussi des Marocains, des Algériens qui vont un petit peu nous expliquer. Ce sont des militants. Il y a un réseau, c'est intéressant. Il y a un réseau euro-maghrébin qui lutte contre cette question du gaz de schiste. Et je crois que vraiment, ça serait une erreur dramatique si cette technique de fracturation hydraulique, et donc c'est la seule qu'on connaît pour l'instant, était mise en place dans ces pays. Donc absolument. Alors, il y a deux problèmes qui se posent donc pour l'exploitation du gaz de schiste. D'abord, donc c'est un problème écologique, mais aussi peut-être c'est une évaluation entre un rapport, je dirais, pas qualité-prix, parce qu'on n'est pas dans une logique de consommation, mais plutôt de gains et de pertes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus rentable finalement? Est-ce que c'est les énergies qu'on essaye aujourd'hui d'exploiter ou bien l'agriculture? Et ça, je crois que c'est un grand débat parce que, comme vous le dites tout à l'heure, dans les sociétés maghrébines, l'agriculture demeure quand même d'abord un pilier de l'économie, aussi un gagne-pain, parce qu'on n'est pas encore à l'échelle de l'agriculture industrielle, mais voilà, on est encore à l'agriculture artisanale. Et paysanne et artisanale. Et ce que nous, on soutient, parce que l'agriculture paysanne permet d'avoir des légumes et des fruits qui ne sont pas trop... parce que l'industrialisation entraîne aussi une façon de produire avec beaucoup de pesticides, avec des engrais. Et donc, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Et on voit bien tous les problèmes que l'on a aujourd'hui en Europe. Et donc, l'agriculture paysanne, nous, c'est ce qu'on soutient. Et c'est la bonne façon. Ça permet de créer des emplois et d'avoir des aliments sains qui sont la première chose qu'on mange. Et donc, c'est aussi... La santé vient de ce que l'on mange. Donc, c'est aussi un problème de santé publique.
Alors, concernant la question du gaz de schiste, au-delà, c'est la question de quel choix et quelle politique énergétique on met en place dans ces pays. C'est quand même assez fou que l'on a le soleil, qui est une énergie propre, que l'on ne met pas en place avec une vraie stratégie pour permettre aux citoyens d'avoir une énergie propre et diffusée pour tout le monde. Et ce choix-là est important. On ne peut pas mettre des sous partout. Donc, la question du choix est importante. Et plutôt que de mettre en place cette énergie polluante qui est la production du gaz de schiste, plutôt aller vers des énergies propres et des énergies, et donc l'énergie solaire. C'est quand même, nous sommes dans des pays où le soleillement est très important, et donc ça serait terrible de ne pas le faire. Oui, tout à fait. Bien, alors le problème du gaz de schiste soulève aussi une autre question qui est celle du développement durable. Et le développement durable, c'est bien sûr de penser non seulement aux générations actuelles, mais également aux générations futures, c'est-à-dire de préserver le capital qu'on a, écologique essentiellement, pour les générations futures. Et ce qui est intéressant avec le développement durable, c'est que c'est en rapport avec tous les aspects de la vie, pas seulement l'écologie, mais aussi la santé, l'éducation, la culture, la justice environnementale, etc. Et donc, la question du gaz de schiste aujourd'hui remet quelque peu en cause un peu ce processus ou cette logique de développement durable. Oui, et du coup, c'est quelle société voulons-nous laisser à nos enfants? Absolument, c'est ça la question. D'abord, la planète est limitée, les ressources sont limitées, et donc on doit faire des choix. Et si on pollue la ressource en eau qui est limitée au Maghreb, alors ça veut dire que nos enfants n'auront plus d'eau pour l'agriculture et pour la consommation. Donc ça serait dramatique. Et puis, ça pose la question aussi de quelle société on veut. Vous avez parlé, on a une planète qui est limitée. C'est ça la réalité. Et donc cette planète limitée, il faut arriver à avoir des politiques qui nous permettent de préserver ce bien commun qui sont les ressources naturelles. Et donc il y a la question de ce qu'on va laisser à nos enfants, mais c'est aussi quel mode de consommation et de production on veut mettre en place. Nous sommes dans un moment où en Europe on remet en cause nos modes de consommation et de production parce qu'on voit que il y a lié à l'alimentation que vous avez évoqué. Par exemple, le fait d'avoir une agriculture intensive nous pose des problèmes de santé publique très importants, puisqu'on voit qu'il y a des pesticides, des engrais qu'on ingère avec les légumes, avec les aliments que l'on mange parce qu'ils sont produits de manière intensive. Et donc cette question est globale. C'est pour ça que l'écologie politique, c'est pas simplement l'environnement, c'est une vision de comment on vit et quelle manière notre façon de vivre doit être différente. Au moment où nous, en Europe, on est en train de dire il faut changer notre mode de vie, on va dans le mur, ce n'est pas possible de continuer comme ça. On a un gaspillage des ressources et on a cette planète qui est limitée. On est en train de gaspiller l'énergie, l'eau, etc. Ça veut dire qu'au Maghreb, plutôt que de vouloir faire et de vouloir vivre de la même manière, je trouve que ce serait vraiment intéressant qu'au Maghreb, les citoyens se disent, plutôt que de faire comme, trouver une autre façon de vivre, une autre façon de consommer, qui soit respectueuse de notre environnement et de notre société. Mais vous ne trouvez pas que quand même les sociétés du Sud sont un peu vulnérables face à ce genre de tentation, c'est-à-dire l'octroi des licences de prospection du gaz de schiste sont coûteuses et sont alléchantes pour des sociétés ou pour des pays qui sont en crise économique comme la Tunisie. Donc c'est vrai qu'en Europe, ça ne marche plus. Alors on se retourne vers les pays pauvres parce que ça les... je ne dirais pas que c'est une forme de... c'est pas en les soudoyant, mais en tout cas parce qu'on profite quand même de leurs besoins pour exploiter justement ce genre de procédé. Mais oui, ce que l'on remarque, ce que l'on observe, c'est qu'en fait, cette question du gaz de schiste vient au Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobbying très important, notamment de sociétés américaines, mais pas seulement, de sociétés européennes, qui ont un intérêt financier, parce que l'exploitation, ça veut dire un investissement, ça veut dire de l'argent, etc. Et donc ces lobbying, comme vous disiez, dans des sociétés fragiles qui ont besoin de ressources, de créer des emplois, peuvent être tentés d'y aller. Mais ça serait dramatique parce que ça serait une vision à court terme. On peut dire oui tout de suite, mais après, ça veut dire que l'avenir, on le met en jeu et ça n'est pas possible. Mais c'est difficile parce qu'il y a un vrai lobbying très important. On l'a vu aux États-Unis, mais on a vu aussi qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Toutes les régions où l'exploitation du gaz de schiste a été mise en œuvre, ça a été une désertification et des paysages vraiment désertiques et souillés. Donc est-ce que c'est ce que les Maghrébins veulent ? Sans compter
peut-être l'exode de la population. Oui, parce qu'on ne peut plus vivre dans une région qui est souillée avec l'eau qui n'est pas buvable. Les maladies, etc. Voilà. Déjà que généralement, il y a des régions où les conditions d'hygiène sont difficiles, où l'accès à l'eau potable n'est pas toujours assuré. Bien, donc aujourd'hui, vous êtes ici pour participer au Forum social à ce titre, donc en tant qu'eurodéputé, pour justement dénoncer un peu les méfaits du gaz de schiste sur l'écologie et sur l'environnement et sur la vie en général. Plus globalement, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers. Alors en fait, il y a le Forum social et il y a le Forum parlementaire mondial qui est à côté, qui commence cet après-midi. Et la vision que l'on a en tant que parlementaire, c'est de dire que l'on doit être à l'écoute des citoyens. Et les forums sociaux, j'étais à Monastir au mois de juin, c'était un moment de préparation et c'est des lieux très importants pour nous d'être à l'écoute des citoyens, de la société civile, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et il y a beaucoup de débats sur les questions de démocratie, de droits des femmes, de liberté d'expression, enfin de liberté et d'expression dans les médias. Toutes ces questions, c'est important qu'on sache qu'est-ce que la société civile a à nous dire, parce qu'en tant qu'élu et en tant que parlementaire, notre objectif, c'est aussi de faire ce lien, de ne pas être déconnecté, comme on dit chez nous, hors sol. On ne va pas faire des lois qui sont déconnectées de la réalité de ce que vivent les citoyens. Donc c'est très important pour nous d'être à l'écoute. Et le Forum social mondial est un lieu extraordinaire pour ça. Alors, vous n'êtes pas seulement au Parlement européen, vous êtes également vice-présidente de la Commission culture de l'Assemblée parlementaire. Et donc, il y a quelque part un double lien, en fait, avec les pays du Sud, puisque vous êtes dans l'Assemblée méditerranéenne. Donc, le lien est un peu plus étendu, je dirais, géographiquement. Et donc, peut-être que les intérêts, la défense des intérêts européens, vont être également transcrits dans l'Union méditerranéenne. Alors, l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, c'est en fait un lieu, une assemblée où des députés des 27 pays, c'est-à-dire les pays du Nord et les pays du Sud, se rencontrent pour débattre. Donc, c'est au titre de député du Parlement européen que je suis dans cette assemblée parlementaire euro-méditerranéenne. Alors, bon, comme vous le savez, le projet d'Union pour la Méditerranée est un peu en stand-by. Oui, bien sûr. Les sommets n'ont pas été tenus, les sommets au niveau des États. Et l'objectif que l'on essaye, que l'on tient et les positions que l'on a, c'est bon, ok, les gouvernants n'arrivent pas à s'entendre. Et vous savez que le nœud du problème, c'est la relation et la politique israélienne par rapport à la Palestine. Tant que cette question n'est pas réglée et tant qu'on continue à avoir un pays qui colonise un autre, et on peut pas dire on va se rencontrer et être tous d'accord, c'est pas vrai. C'est pour ça que les sommets d'ailleurs ont été annulés. Maintenant, nous en tant que parlementaires, on dit il faut essayer d'avancer, au moins travailler sur un certain nombre de projets qui nous semblent essentiels et travailler avec nos collègues. Moi, je pense que si vous voulez la Méditerranée, cet espace, il y a une histoire commune, il y a une culture commune et on serait... comment dire, ça serait une faute de ne pas arriver à continuer à avoir ce projet. Alors il faut que ça se fasse sur des bases claires et que les valeurs que l'on porte soient respectées. On ne peut pas dire nous sommes pour la démocratie, le respect des peuples et avoir une colonisation qui continue dans un des pays de l'Union pour la Méditerranée. Donc il faudra bien qu'on arrive à le régler, mais en tout cas, moi je suis convaincue que l'avenir, c'est cette relation forte de l'Europe avec les pays du sud de la Méditerranée. Oui. Parce qu'on a cette histoire commune, parce qu'on a des valeurs communes. Et puis on a des populations. Je veux dire, les États, c'est pas simplement des structures, des institutions, c'est des gens. Il y a une immigration. Je suis un peu le fruit de ça. Il y a des habitudes, il y a des traditions, il y a des affinités. Voilà. Et je pense que l'avenir de l'Europe, c'est aussi ce lien très fort avec sa rive sud, qui est son voisin immédiat. Et ce que vous venez de me dire me pousse à parler un peu culture également, puisque dans la commission culture de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, il y a un enjeu très, très important parce que la culture, il y a une culture commune, mais il y a aussi des diversités culturelles dans chaque État. Et on peut dire que l'Union pour la Méditerranée est un amalgame de cultures différentes, de religions différentes,
d'appartenances différentes, même si, comme vous le dites, il y a aussi des liens très étroits entre les pays, parce que justement, si on voit par exemple l'islam est allé jusqu'en Andalousie, il y a des traditions du nord qui sont arrivées jusqu'au sud, dans l'architecture peut-être, il y a beaucoup de choses qui unissent le nord au sud, mais il y a aussi des divergences. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avec le conflit par exemple arabo-israélien, on puisse bâtir quand même une culture méditerranéenne commune? Moi, je suis convaincue qu'il faut le faire, mais en respectant les valeurs que l'on a. C'est-à-dire en remettant bien en place des relations respectueuses. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, il faut le faire, c'est essentiel. Vous savez, nous sommes dans un monde multipolaire. On voit des grands, parfois des continents ou des pays très importants qui commencent à avoir un pôle très important. Donc on voit bien sûr les États-Unis, on a la Chine, on a le Brésil, et l'Europe ne pourra avoir ce poids au sein du monde tel qu'il se joue en ayant cette relation avec la Méditerranée. Je pense que c'est essentiel. Parce que la Méditerranée, c'est aussi une porte vers l'Afrique, qui est un continent très important, qui va se développer dans l'avenir. Et il y a en plus ces personnes, cette immigration et ces liens très forts, y compris au niveau humain. Maintenant, moi, je suis quand même assez frappée. Donc, moi, je suis née en Algérie. Mon histoire, c'est ça. Je suis le fruit de l'histoire franco-algérienne. Il y a des relations très fortes entre ces pays. Mais je suis frappée. J'ai fait ma scolarité en France, de la méconnaissance quand même des Européens, et bon, si je parle de la France, concernant la culture du Sud. Vraiment. Autant les Maghrébins, par exemple, connaissent très bien la France, sa culture, son histoire. Et je crois la géographie aussi. La géographie. Et par contre, l'inverse n'est pas vrai. Et je pense que nous sommes à un moment où ce travail de connaissance mutuelle doit être approfondi. Parce que la méconnaissance entraîne des préjugés. Parce que c'est ça derrière. Oui. Alors, le mouvement va toujours du nord au sud, alors que on pourrait également le changer un peu l'orientation, le faire de l'est à l'ouest, parce qu'avec l'est, nous avons des traditions beaucoup plus, je dirais, plus communes, plus partagées, vu que la Turquie, par exemple, c'était l'Empire ottoman, et que le Maghreb, c'était justement une principauté, enfin la Tunisie était une principauté ottomane. Et donc, au Maroc, voilà, voilà. Et donc, je pense que le mouvement aussi de l'ouest à l'est ou de l'est à l'ouest serait très intéressant également à développer davantage, pas seulement sur le plan économique. Oui, je crois qu'au moment où, parce que bon, la différence qu'on peut remarquer entre le nord et le sud, c'est la question de l'islam, on peut le dire. Et les sociétés musulmanes sont à un moment où la question de la démocratie et comment l'islam et la politique peuvent s'articuler, arriver à faire des sociétés vivables pour tout le monde. Alors c'est vrai que la Turquie est souvent donnée comme un exemple, parce que c'est un pays qui est musulman et qui est arrivé à être une réelle démocratie. Bon, alors bien sûr, on peut discuter sur certains points, la question des Kurdes, même si ça avance, mais bon, la démocratie, c'est jamais quelque chose de complètement transparent et un monolithe. Carré. C'est toujours des processus qui sont en mouvement. Et d'ailleurs, ce qui se passe en Tunisie, pour moi, c'est un processus. Ça serait faux de regarder ça avec une loupe et de dire, voilà, ça va, ça va pas. Nous sommes dans un mouvement. Alors ce mouvement, il faut lui trouver un chemin qui soit intéressant, démocratique, etc., qui permette à tous les citoyens de vivre ensemble respectueusement. Mais ces processus sont intéressants. Et la Turquie, par exemple, est vraiment intéressante de ce point de vue, de regarder comment un pays musulman arrive à mettre en place une démocratie avec tous les citoyens. Alors, il reste quand même des taches noires dans les relations euro-méditerranéennes, je dirais, que sont l'immigration clandestine, mais aussi la libre circulation, aussi bien des biens et des marchandises, parce que la réciprocité n'est pas toujours adaptée, parce que les Européens viennent plus facilement vers les autres pays du Maghreb, alors que l'inverse n'est pas forcément facile. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, l'immigration clandestine est devenue un véritable phénomène de société. Où en sont les avancées en la matière, et est-ce que vous pensez que dans le cadre de l'UPM, on pourrait résoudre quand même certaines de ces questions? Bon, je suis pas sûre que ce soit au sein de l'UPM qu'on arrivera à les régler
régler, même si on en discute beaucoup, parce que l'UPM n'a pas vraiment forcément un pouvoir législatif. Bon, en tout cas, c'est une question que nous, on porte depuis longtemps en tant qu'écologistes. C'est-à-dire que cette politique de frontières, hein, comment dire, de murs du Nord... de lignes de démarcation, elle est en contradiction avec la politique qu'on porte. Et donc, je pense que vraiment, la politique migratoire de l'Europe, elle est obsolète et elle est inadéquate et inopérante. Parce que, et il y a un rapport du PNUD de 2008 qui est sur cette question de l'immigration et qui montre bien que paradoxalement, c'est parce qu'on met ces limites et cette barrière-là que l'immigration illégale progresse. Et donc, la possibilité, moi je rencontre des jeunes et des moins jeunes qui sont dans cette vision et qui souhaitent bouger. Ils sont comme tous les jeunes du monde, les jeunes du Maghreb. Ils souhaitent voir le monde. Et donc, la possibilité d'aller et venir permettrait peut-être de ne pas créer cette immigration illégale. Or, on a des jeunes qui essaient de venir parce qu'ils veulent voir le monde, comme moi je l'ai fait quand j'étais jeune, etc. Et qui se retrouvent sans papier et sans droit, et du coup qui restent en disant, bon, maintenant que je suis là, avant de repartir, et voilà, et après ils s'installent, etc. Je suis convaincue que la possibilité de circuler, d'aller et venir, permettrait de diminuer l'immigration illégale. Alors, on a des avancées, on va être un peu d'optimisme. Madame Malmström a sorti là 2 directives sur cette question. Pour l'instant, la position, c'est permettre que des visas de courte durée avec des allers-retours soient possibles pour un certain nombre de certaines catégories. Voilà. Les étudiants, les universitaires, les artistes, enfin voilà, les entrepreneurs. Ça, c'est déjà le cas pour les universitaires. Alors là, il y a une position forte. Maintenant, vous savez que la question des politiques migratoires relève des États. Et chaque État membre peut avoir une position différente. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on vient aussi d'avoir une position claire là-dessus, en allant dans le même sens que la directive de Mme Malmström, disant, oui, on ouvre un peu plus. D'ailleurs, tous les gens me disent, il y a un peu plus de visas qui sont acceptés. Et il y a cette... ouverture d'accéder au visa avec des allers-retours pour certaines catégories de population telles que je vous ai citées. C'est-à-dire les artistes, les universitaires, les étudiants, enfin... Bien. Mais voilà, donc... Alors, un petit mot justement avant de clôturer cette émission sur un peu les inégalités dans les systèmes législatifs quand même, et ce qui est à mon sens un point très important, parce que si on veut parler des droits des femmes ou des droits de l'homme tout simplement, avec un grand H, je pense qu'une certaine mise à niveau ou une harmonisation des législations méditerranéennes est absolument indispensable pour que on puisse bâtir un projet commun. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à part les conflits politiques ou les tensions politiques qu'il y a aussi un grand problème à se mettre la main dans la main avec des pays avec lesquels on a des divergences sur les questions législatives, sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Vous voulez dire dans la région maghrébine ? Dans la région euroméditerranéenne. Euroméditerranéenne. Alors, si vous voulez, la question des droits de l'homme est une question très sensible. C'est une question qui concerne la façon dont on voit les choses, dont on voit la vie. Et donc, je pense que ce serait une erreur des Européens d'exiger ou d'imposer des choses. Et je pense que c'est du côté de la société civile. Et c'est pour ça que des lieux comme le Forum social est très important. C'est quand la société s'approprie ces questions. Et il y a une espèce d'éducation populaire qui se fait. À ce moment-là, on peut arriver à... Alors, il faut un cadre juridique, mais il faut aussi que les sociétés s'approprient. L'acceptent. Parce que imposer, vous pouvez toujours faire les belles lois que vous voulez. Si elles ne sont pas admises et acceptées par les populations, ça n'avancera pas. Oui. Je vous remercie, Madame Melika Ben Arab Atou. Je rappelle à mes auditeurs donc